Je m'appelle Fatou, je suis parisienne, je suis née à Paris il y a 31 ans, de parents sénégalais. Donc mes parents sont arrivés, du Sénégal il y a une cinquantaine d'années. Ils sont arrivés sans argent, sans amis, sans diplôme et mon père est arrivé d'abord, ensuite ma maman et j'ai grandi, près du Sacré-Cœur avec, 6 frères et sœurs. Je suis la deuxième, 5 sœurs et un frère et depuis toute petite, j'avais un rêve qui était de voyager. Pour vous dire un peu sur moi, j'ai un background, j'ai étudié le commerce international. Pardon, je vais parler beaucoup anglais, mais je vais éviter au maximum. J'ai passé 10 ans à l'étranger. Je suis rentrée l'année dernière, donc c'est pour ça que vous allez voir, des petits mots d'anglais se faufiler dans mon discours. J'ai passé 10 ans à l'étranger en effet, j'ai, donc fait du commerce international. J'ai travaillé pour, un grand cabinet de conseil que j'ai développé leur département commerce international. Je suis également experte aux Nations unies. Je suis une grande passionnée de tout, de la vie, de rire, des rencontres, des cultures différentes et j'ai rencontré Héloïse il y a 3 mois et elle m'a posé la question qui était, la transmission. «Qu'est-ce qu'on t'a transmis?» Et là, pour la première fois, en fait, à 31 ans, je me suis posé la question de la transmission. Et la première chose qui m'est venue, c'est: «Ah non, moi, la transmission, c'était vraiment un poids, c'était subi, c'était un vrai poids lourd». En grandissant, mes parents, du coup, qui sont sénégalais, voulaient absolument que nous soyons sénégalais. À la maison, on n'avait pas le droit de parler français, donc on parlait wolof. J'ai appris le français à 3 ans en arrivant à la maternelle. Tous les mercredis après-midi, au lieu d'aller m'amuser avec mes amis, bah, moi, j'étais à la maison en train d'apprendre le Coran, parce que mes parents sont musulmans. J'avais pas le droit d'aller m'amuser avec mes amis après l'école, j'avais juste le droit d'aller à la bibliothèque. Je suis une grande fan des livres, j'en ai lu, beaucoup, hein, vous imaginez. Et grâce à ces livres, en fait, j'ai voyagé. Et donc quand on s'est posé la question avec Héloïse, j'ai vraiment commencé à me dire, en fait, qui était Fatou. À 13 ans, j'ai eu, une opération et ça a été, en fait, un premier tournant dans ma vie parce que je me suis retrouvée pendant 1 an dans un centre de rééducation parce que j'ai des prothèses de hanche aujourd'hui et dans ce centre, en fait, j'ai découvert quelque chose qui était Fatou. En fait, j'ai découvert qui était Fatou sans cadre, sans avoir de règles, sans devoir être Fatou, la sœur de, Paya, Mohamed, Aram, Astou, sans être, Fatou, fille qui doit parler wolof à la maison. Et en fait, cette année, ça a été la meilleure année de ma vie. Et aujourd'hui, je vous la raconte comme si c'était l'année où où j'étais en train de courir partout, mais en fait, j'étais alitée sur un lit pendant 6 mois. Mais c'était comme si c'était génial, quoi. Je courais dans les couloirs avec mon lit. Je m'amusais avec des amis, c'était vraiment un tournant dans ma vie. Et je suis rentrée chez moi, mais vu que j'étais un peu malade, j'ai eu droit à des petits traitements de mes parents. Du coup, on m'embêtait un petit peu moins. Et en 5e, 4e, 5e, j'ai fait une rencontre. C'était une demoiselle qui avait également des parents africains mais qui avait une personnalité très extravertie. Donc moi, j'étais plutôt introvertie et en fait, c'est devenu je voulais absolument qu'elle soit ma copine. Je me suis dit: «Elle a l'air géniale, je veux être comme ça» et du coup, j'en ai fait ma copine et du coup, elle m'aidait à me porter des fois quand j'avais mal à la jambe, c'est très sympa et en fait, elle m'a transmis quelque chose. Elle m'a transmis une partie de sa personnalité qui était très extravertie et qui avait plein d'amis et j'ai commencé à grandir et à m'éclore un petit peu et à 18 ans, j'ai vu qu'il y avait une porte de sortie. J'ai senti qu'il y avait un truc là. Je me suis dit: «Ah, mes parents avaient une passion dans la vie, c'est l'éducation. Ils voulaient absolument qu'on soit bons élèves» et je me suis dit: «L'éducation, c'est le moyen de sortir de cette maison» et donc du coup, je suis allée faire un IUT à Sceaux qui m'a ensuite amenée à l'école de commerce de Bordeaux. Donc j'ai emménagé à Bordeaux après leur avoir dit que c'était la seule école que j'avais eue et c'était parti pour 3 ans de liberté, de folie, comme vous savez ce qui se passe en école de commerce. Je ne vais pas aller dans les détails. Après ces 3 ans, je me suis dit: «Là, il y a également une autre porte de sortie pour même sortir du pays». Je prends mon sac à dos et j'annonce à mes parents que j'ai décroché le stage
le meilleur stage du monde à Singapour. Et là, elles me disent, ah non, mais là, c'est loin, mais bon, c'est une opportunité de folie, vas-y. Voilà, ils ne s'étaient pas rendu compte, mais en fait, ils avaient ouvert la porte. Donc après ça, j'ai passé 10 ans à l'étranger. Je suis passée de Singapour à l'Australie, je suis partie à Jakarta, à New York, et je suis rentrée il y a 1 an et demi. Et donc, en me ressassant du coup toutes ces histoires et cette histoire de ma vie, j'ai en fait eu une révélation. Je me suis rendu compte que je ne serais jamais arrivée là sans cet apprentissage, sans cette transmission du coup forcée par mes parents. Parce qu'en me forçant à rentrer dans un cadre, je suis devenue quelqu'un de libre, de créatif. Le mot que j'ai choisi, moi, c'est débrouillez-vous avec ce que vous avez sous la main. Je pense que mon associé Maud vous le dira, c'est moi. Dès qu'il y a quelque chose, j'ai grandi avec pas beaucoup du coup, mais il fallait faire avec ce qu'on avait et toujours trouver une solution. En parlant de mon associé, donc, je suis rentrée à Paris il y a 1 an et demi et j'ai créé The Great Village. The Great Village, c'est une communauté d'audacieux, d'audacieuse comme vous, qui s'associent et troquent leurs ressources, donc échangent leurs ressources afin d'aider un entrepreneur engagé à créer et grossir sa boîte. Maud et moi, on est partis au Sénégal. Et en fait, la première fois que j'amenais quelqu'un d'extérieur à ma famille au Sénégal avec moi, on est parti en décembre. Donc c'était 1 mois après avoir rencontré Héloïse. Et c'est la première fois en fait que je voyais ma culture, ma vie, au travers des yeux de quelqu'un d'autre. La première chose que Maud a dit en arrivant au Sénégal, c'est oh, « Mais ta grand-mère, elle est vraiment trop stylée !» Et là, je me suis dit « Ouais, je vois le lien. » Elle a également dit « Les gens sont très autonomes au Sénégal. » Parce qu'il y avait un petit garçon qui allait tout le temps voir Maud en lui disant « Boulmofon tolde », qui veut dire, enfin, Toubabi. La petite française, là, tu vas pas me chercher des noises. Le gamin de 3 ans, quoi. Et avec une détermination, il allait puncher, quoi. Et autre chose, à la maison, nous, on arrive en retard à un des repas. Et bien entendu, il y avait assez à manger pour tout le monde. Donc, en fait, ils nous ont sorti un plat, ils nous ont servi. Le partage au Sénégal, c'est quand même un pays qui est connu pour la teranga, qui veut dire accueillir les gens. Quoi d'autre? Le sens de la communauté. Tout le monde a quelque chose à apporter. Que l'on soit jeune, vieux. Quand on est jeune, on va aider à couper les oignons. Quand on est plus âgé, on va aider à conduire le cheval pour aller au marché. Chacun a quelque chose à apporter à la communauté. Donc au final, The Great Village, je me suis rendu compte que c'était ma façon à moi en fait de transmettre quelque chose à plus grande échelle en fait, parce que du coup, nous, on a une plateforme digitale qui nous permet de transmettre nos valeurs, qui sont l'altruisme, l'excellence, l'intégrité, les great vibes, donc qui veulent dire en français les bonnes ondes, et le dernier, et l'audace, bien entendu. Donc au final, moi, grâce à l'éducation que j'ai reçue, qui était du coup forcée, m'a poussée à créer sans savoir en fait. C'était une révélation. En parlant avec lui, je me suis dit, mais en fait, The Great Village, c'est moi. Enfin, c'est nous. C'est le mix entre Maud, qui est du coup d'origine bretonne, sicilienne et kabyle. Et moi, avec tout ce background qui, au final, je l'ai poussé, je l'ai rejeté toute ma vie. Mais en fait, inconsciemment, la transmission était passée. Je viens d'une famille très, très importante au Sénégal. En grandissant, mes parents m'ont toujours dit « T'es pas comme les autres. Toi, t'es unique. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont fait quelque chose d'unique. » Donc, en parlant de transmission, ils ont fait des choses uniques. Ils se sont battus, ils ont créé des tribus, etc. Tu peux faire de grandes choses, Fatou. Et on me disait ça quand j'étais jeune. Je me disais, voilà, n'importe quoi. Non, mais les darons, quoi. Et au final, je suis devenue experte aux Nations Unies. Je suis devenue directrice d'un cabinet de conseil à 29 ans, KPMG. Donc, c'est quand même un gros cabinet. J'ai créé 4 startups. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Et est-ce que finalement, cette transmission de tu peux faire tout ce que tu veux, alors que je le rejetais toute ma vie, est-ce que finalement, c'est pas rentré en moi sans m'en rendre compte? Moi, ce que je retiens du coup de cet apprentissage du haut de mes 31 ans, c'est que il y a peut-être une chose que j'aurais bien aimé changer en grandissant, c'était le dialogue. Pardon, le dialogue.
Mais il y a quelque chose que j'ai réussi à prendre en compte en discutant avec Héloïse, c'est le prisme. Il y a différents prismes. Mes parents, ce qu'ils connaissaient, c'était la culture sénégalaise. Du coup, c'est ce qu'ils ont voulu nous transmettre. C'était pas qu'ils détestaient la culture française, c'était juste que ils la connaissaient pas, en fait. Du coup, ils pouvaient pas nous la transmettre. Et ils avaient ce besoin de transmettre, de protéger leur héritage. D'un autre côté, moi, j'avais quand même ce besoin de m'assimiler, d'être comme les autres et de pouvoir m'intégrer dans la société. Et du coup, j'ai en quelque sorte rejeté cette transmission. Mes parents ont également autre chose, c'est que c'était les seuls de leur famille à avoir des enfants nés en France. Du coup, on est la première génération à être née sur le sol français et à être du coup un petit peu français. Et l'image, du coup, quand on rentre au Sénégal, c'est «Oh, vos enfants sont français». Et du coup, pour eux, c'était un poids assez lourd à porter, malgré qu'au final, c'était pas de leur faute. En fait, eux venaient, à la base, mon père, pour la petite histoire, venait pour 3 mois en vacances. Il est resté 51 ans. Et en parlant de mon père, d'ailleurs, et de la transmission, mes 2 parents, ma mère est aide à domicile, du coup, elle travaille avec des personnes âgées, et mon père est éducateur pour enfants à difficulté. Donc les 2 sont quand même dans le partage, la transmission, le social. Dans ma famille, j'ai 2 profs de français, une infirmière. Et du coup, au final, ça aussi, c'est une transmission qui est arrivée sans m'en rendre compte. Ce avec quoi j'aimerais bien vous laisser, et le cadeau que je voudrais vous offrir, c'est de vous poser la question que m'a posée Héloïse, qui est « et vous ?» La transmission. Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Est-ce que c'était subi ou pas? Et au final, est-ce que vous êtes aujourd'hui le fruit de cette transmission? Merci. Il y a une petite anecdote que tu m'as partagée quand on était tous les deux, que je veux bien que tu partages. C'est le Inch'Allah versus au cas où. Oui, ça c'était. C'est vrai que j'ai oublié celle-là. Mes parents, à chaque fois, tous les jours, je pense que 50 fois par jour, ils disent le mot Inch'Allah, qui veut dire si Dieu le veut. Ils sont très musulmans. Tes 2 grands-pères étaient imams. Mais oui, Enfin, 2 sont grands-pères imams, imams, des oncles, c'est très ancré dans la famille. Et donc, du coup, dès qu'il se passe quelque chose, tu es malade, non, mais Inch'Allah, tu iras mieux demain. Ok. Peut-être qu'on devrait acheter un appartement. C'est les années 90, c'est pas très cher, on a une offre. Ah non, mais Inch'Allah, on aura quelque chose plus tard, un jour, quoi, pas besoin d'acheter aujourd'hui. Et c'est toujours, on va pas s'occuper du futur, occupons-nous du présent. Et du coup, moi, j'ai rejeté ça. Et pour moi, c'est toujours, ah non, mais on sait jamais. On ne sait jamais, du coup, et Maud rigole parce que c'est très bien de quoi je parle, on ne sait jamais. Du coup, j'ai des économies sur mon compte en me disant, bah, on ne sait jamais, mes parents n'ont pas 1 euro dans leur compte savings, dans leur compte d'épargne. Et donc oui, du coup, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, je me pose la question, et je fais beaucoup de méditation, et du coup, la méditation m'apporte ce travail du moment présent, et de me dire, bah, en fait, est-ce que je passe pas beaucoup de temps à aller vite et aller dans le futur? Parce qu'à 31 ans, j'ai fait tellement, j'ai visité 50 pays. Pourquoi? Il n'y avait pas de course. J'étais pas en train de faire la course avec moi-même, en fait. Mais j'avais toujours ce besoin de me dire, je me suis toujours dit, je pense, inconsciemment, oui, mais si un jour j'ai plus cette liberté, du coup, j'en profite. Mais maintenant, c'est bon, je suis grande, j'ai 31 ans. Je pense que j'ai plus besoin de faire ce travail et je peux enfin m'ancrer dans le moment présent.